Merci, bonjour Michael, bonjour à vous tous, auditeurs, auditrices, chers amis, merci. Voilà, je suis heureuse de me retrouver avec vous à nouveau ce matin pour un autre thème. Nous allons voir l'hormone qui nous mène au bout du nez. Alors, quelle est cette hormone qui nous mène au bout du nez? Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter le cortisol. On a parlé un petit peu hier soir. Et donc là, je vais rentrer un peu plus dans les détails de cette hormone. Alors, donc, le cortisol est une hormone fabriquée par les glandes surrénales. Elle est dépendante de l'hormone hypophysaire, donc la corticotrope, également appelée adrénocorticotrophin. Donc, c'est la CTH. Ça va plus vite de dire la CTH. Et cette hormone assure différentes missions. Donc, on va voir les différentes missions du cortisol. Elle participe, entre autres, à la synthèse du glucose, à la libération des protéines, au processus anti-inflammatoire, au développement osseux ou encore à la régulation de la pression artérielle. Son rôle est en réalité de nous aider à le contrôler pour continuer à utiliser l'énergie afin de nourrir notre cerveau, nos muscles et bien sûr notre cœur. Donc en fait, c'est une bonne chose en fait. Cette hormone, elle a un bon rôle. Mais parfois, en fait, on va voir par la suite que lorsque cette hormone a un taux élevé, ça peut tourner au cauchemar. Le cortisol est appelé l'hormone du stress, ce qui peut sembler un peu péjoratif. Mais elle est appelée ainsi car elle permet à l'organisme de s'adapter face à un choc émotionnel ou physique en mobilisant des sources énergétiques supplémentaires. En réalité, il n'est pas néfaste à la santé que s'il est fabriqué en forte concentration ou de façon chronique. Donc, s'il y a une forte concentration, c'est-à-dire que si le taux est élevé et elle est sécrétée de manière chronique, là, elle est néfaste pour la santé. Mais sinon, si c'est un taux normal, on en a besoin en fait. On a besoin d'avoir du cortisol dans le corps. Il est principalement libéré en cas de stress, mais aussi en jeûne. Son rôle majeur est de maintenir un niveau normal de glycémie durant cette période, ce qu'il fait en puisant dans les réserves de certains tissus comme le foie. Donc là, nous sommes en jeûne ce matin. Donc cette hormone, en fait, va permettre de maintenir un niveau normal de glycémie dans notre sang. Donc, c'est-à-dire que le sucre dans le sang va nous permettre de ne pas manquer d'énergie. Donc, le cortisol va maintenir en fait le niveau, quoi. C'est merveilleux de voir qu'il y a toujours... les choses se font de manière automatique. Ça se fait tout seul et c'est pour notre bien, en fait. Maintenant, nous allons voir les différents rôles. Donc, il y a d'abord le rôle métabolique. Toujours du cortisol, il a un effet hyperglycémiant, c'est-à-dire empêchant le glucose de rentrer dans les cellules et boostant sa fabrication par le foie. À court terme, il booste la libération d'acides gras par les adipocytes. C'est une cellule de stockage de graisse et c'est la réserve de l'énergie de l'organisme. Pour apporter de l'énergie aux tissus et pour en faire du glucose dans le foie, d'où l'effet justement hyperglycémiant. Donc voilà, pour des raisons physiologiques, le cortisol s'oppose à l'insuline, c'est-à-dire qu'il fait rester le sucre dans le sang en cas de danger ou en cas d'alerte. Le sucre dans le sang va permettre aux muscles et au cerveau de fonctionner. À long terme, sécrété de façon chronique, il fait prendre du poids car il favorise l'insulinorésistance et fragilise la thyroïde, fait baisser la sérotonine, ce qui rend les gens tristes. Ça nous donne aussi l'envie de consommer du sucre. Et ça va augmenter l'appétit et faire baisser notre masse musculaire. Exemple, quelqu'un qui a pris du poids, il a développé un diabète, insulinorésistance. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le sucre n'arrive pas à pénétrer dans la cellule. Avec le stress, donc il a développé ce diabète et l'insuline n'arrive pas à agir au niveau de la masse de graisse, c'est-à-dire au niveau des tissus adipeux. Donc, c'est souvent, on rencontre ce genre de personnes qui ont pris du poids et qui ont fait un diabète en même temps insulino-résistant. Il y a aussi un rôle sur le métabolisme des os.
Le cortisol inhibe l'absorption du calcium ainsi que l'activité des cellules qui construisent les os, c'est-à-dire les ostéoblastes. D'où l'effet néfaste des traitements à base de corticoïdes qui augmentent le risque d'ostéoporose et de retard de croissance chez l'enfant. Donc, ça peut empêcher en fait le développement de l'hormone de croissance. Donc, ces médicaments à base de corticoïdes ne sont pas bons du tout. Alors, elle a aussi un rôle anti-inflammatoire. Le cortisol va inhiber l'inflammation dans le corps et l'activité du système immunitaire. Donc, il va y avoir une baisse de production de cytokines inflammatoires. Hein, je vous en ai parlé hier soir. Ces fameuses cytokines inflammatoires. Et donc, s'il y a une baisse des cytokines, hein, donc il n'y aura pas assez de cytokines pour permettre l'élimination du virus dans l'organisme. Donc, cependant, si le stress devient chronique, le cortisol peut devenir résistant et l'inflammation va alors s'installer et entretenir cette résistance. Donc, il ne faut pas en fait qu'il y ait trop de cortisol. Aussi, le rôle sur le système nerveux. Le cortisol va inhiber la fabrication des hormones sécrétées par l'hypophyse, parce que l'hypophyse, c'est le chef d'orchestre, et il impacte donc la thyroïde et la fertilité. Et donc, il a aussi un rôle aussi. Il faut savoir aussi par rapport au cortisol, il y a quand même un phénomène qui se passe, qui est très intéressant, que notre créateur il a mis en nous. Il faut voir que si notre corps n'a pas suffisamment de cortisol, il y a un phénomène de feedback qui existe. Et donc, l'hypophyse, en fait, cette glande, elle va fabriquer en fait du cortisol s'il n'y en a pas assez. Et s'il y en a trop, l'hypophyse va freiner la fabrication du cortisol. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique parce que s'il y en a trop, l'hypophyse va arrêter la fabrication. Et si on n'a pas assez, l'hypophyse va fabriquer la fabrication du cortisol. Donc, on a un système de régule qui se fait dans notre corps. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ce que notre créateur, il a mis en nous. Mais il faut savoir que chez certaines personnes, ils sont déréglés. Et ce phénomène de régulation que notre créateur a mis en nous ne fonctionne plus, malheureusement. Mais tout chacun, nous avons tous un système de régulation en nous pour au niveau de différents organes. Maintenant, son rôle sur le système cardiovasculaire. Le cortisol a un rôle vasoconstricteur. Il va augmenter la pression artérielle. Il impacte l'équilibre sodium-potassium du corps en favorisant la réabsorption du sodium et l'élimination du potassium par les reins. C'est pourquoi, en fait, qu'il faut veiller à contrôler ses apports en sodium en période de stress. Pour les gens qui sont toujours stressés, il faut vérifier votre apport en sodium. Alors, environ 95% du cortisol circule lié à des protéines et la plus importante est la transcortine et l'albumine. Ce sont les protéines qui transportent le cortisol dans notre corps. Donc ça, c'est pas très important à retenir. Mais c'est juste pour information pour vous, que vous sachiez comment ça circule dans le corps. La fabrication du cortisol n'est pas constante sur 24 heures. Elle connaît un pic vers 6 heures du matin, donc c'est l'hormone de l'éveil, et va rapidement baisser pour rester relativement basse pendant la journée. La luminosité influence sa sécrétion, qui est différente entre l'été et l'hiver. Elle est en grande partie régulée par la mélatonine, dont je vous en ai parlé hier soir, l'hormone du sommeil, dont le pic a lieu la nuit quand le cortisol est au plus bas. Donc, pour que la mélatonine puisse pouvoir se manifester, il faudrait que le cortisol soit au plus bas. On peut contrôler son taux de cortisol. C'est quelque chose qui se fait. Le médecin prescrit une analyse du taux de cortisol dans le sang pour dépister une atteinte des glandes surrénales ou de l'hypophyse. Parce qu'il peut avoir soit un problème au niveau des glandes surrénales, soit au niveau de l'hypophyse. Donc, du coup, le cortisol et la CTH sont mesurés en même temps. On entend parler de la cortisolémie, un peu indiquée de situations pathologiques. Donc, on a les deux pathologies qu'on peut rencontrer dans ce problème, c'est l'hypercortisolémie ou alors l'hypocortisolémie. Ça doit vous faire penser à la thyroïde. Hein. Donc, on est soit en hyper ou soit en hypo.
Et là, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence, c'est quoi ce phénomène, quoi. L'élévation du cortisol, couramment appelé hypercorticisme, est associée au syndrome de Cushing, qui traduit un trouble endocrinien. Et ces troubles peuvent entraîner certaines pathologies comme l'hypertension artérielle, l'obésité et l'hyperglycémie. Donc ça, c'est important à retenir. Lorsque on est en hypercorticisme, on a ces troubles qui sont associés comme l'hypertension, l'obésité, l'hyperglycémie. Les causes les plus récurrentes de l'hypercortisolémie sont les tumeurs bénignes ou malignes de la surrénale ou encore de la corticothérapie prolongée. L'hypocortisolémie, maintenant, dénote une baisse de cortisol. Donc, on voit bien, c'est le contraire. Tout à l'heure, on avait une élévation du cortisol. Maintenant, on a une baisse du cortisol dans le corps. L'hypocortisolémie est la manifestation d'une insuffisance surrénalienne dont les origines sont périphériques. Donc, on pense par exemple à la maladie d'Addison ou alors une insuffisance hypophysaire. Pour ceux qui connaissent cette maladie, donc la maladie d'Addison est une insuffisance surrénalienne chronique primaire des glandes cortico-surrénales, donc conduisant ainsi à un déficit en aldostérone et en cortisol. Donc, ce sont quand même des problèmes assez importants quand même. Alors, en quoi consiste cet examen? Comment ça se fait l'examen? Donc, l'examen consiste en une prise de sang effectuée le matin entre 7h et 9h. C'est à ce moment-là que le taux de cortisol est le plus élevé et le plus stable. L'examen peut être aussi salivaire. Il doit être dans les normes supérieures le matin et descendre au fur et à mesure de la journée. Le taux de cortisol peut également être mesuré dans l'urine. On appelle ça mesure du cortisol libre urinaire. Surtout utile en fait pour dépister une hypersécrétion de cortisol. Donc pour ce faire, il faut recueillir l'urine dans un récipient prévu à cet effet sur une période de 24 heures. Dans le sang, la valeur normale de cortisol évaluée entre 7h et 9h du matin est comprise entre 5 et 23 microgrammes par décilitre. Dans l'urine, le taux de cortisol obtenu normalement est compris entre 10 et 100 microgrammes par 24 heures. Donc ça, ce sont les tests. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a le cortisol élevé, il y a des signes, bien sûr. On a des signes qu'on peut reconnaître. Donc, quels sont ces signes? On a une fonte musculaire, l'ostéoporose qui apparaît, des envies de sucre, l'impuissance, la rétention d'eau, un syndrome de Cushing, donc l'hypertension, l'obésité, l'hyperglycémie, etc. On peut avoir aussi une tumeur de la glande surrénale bénigne ou maligne, une infection aiguë, un accident capsulaire cérébral, un infarctus du myocarde ou encore une cirrhose du foie ou l'alcoolisme chronique. Ce sont des signes du cortisol élevé. Maintenant, quand le cortisol il est bas, donc au contraire, on a quoi? On a une insuffisance surrénalienne, une fatigue persistante, on est très fatigué, malaise au changement rapide de position ou pendant une activité physique trop intense, douleurs articulaires, des migraines, une plus grande fragilité aux infections et des allergies, et une insuffisance du fonctionnement de l'hypophyse ou de l'hypothalamus. Voilà ces signes qui nous montrent qu'on a le cortisol qui est bas. Donc, si vous vous rendez compte, ce que je vous présente aujourd'hui, ça complète un petit peu ce qu'on a dit hier, en fait. Par rapport, justement, il faut chercher la cause. Donc, les gens qui ont des fatigues chroniques, ça peut être lié aussi à un problème au niveau du cortisol. Alors, il est normal de connaître des épisodes de stress, c'est sûr, ça arrive à tout le monde, mais après cette période, le calme doit revenir. On ne doit pas être constamment dans la période de stress, on ne doit pas être constamment dans ce stress, dans cette agitation. Et donc, il y a un docteur qui s'appelle Hans Selye qui a trouvé 3 phases, en fait, de ce cortisol, du stress et du cortisol. Il parle de la phase d'alarme. Il dit que ce sont principalement l'adrénaline et la noradrénaline qui sont libérées. Alors, quand l'adrénaline est libérée, il y a une augmentation de concentration sanguine, le rythme cardiaque qui va s'accélérer, les pupilles se dilatent et la digestion va se ralentir, etc. Ça, c'est la phase d'alarme. Il y a une phase qu'on appelle la phase de résistance.
Si le calme ne revient pas, qu'est-ce qui se passe? Le corps cherche un équilibre, une compensation. Le cortisol entre en jeu. Elle est supposée baisser au fur et à mesure de la journée. Mais sécrétée en continu, qu'est-ce qui se passe? Elle mobilise les réserves, augmente la glycémie et met le corps dans le rouge. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout cette phase de résistance. Donc, c'est pour les gens qui sont continuellement dans le stress. Ces réactions sont physiologiques et visent un seul objectif, nous sauver en augmentant notre vigilance, en oxygénant nos muscles, notre cœur, notre cerveau et en augmentant notre force. Après cette courte période de stress, le calme, normalement, doit revenir. Ça, c'est la normalité des choses. Mais lorsqu'on est en phase de résistance, on n'est plus dans la normalité des choses. Il y a aussi la phase d'épuisement. La fatigue surrénalienne est probablement la cause de fatigue chronique. Lorsque la fatigue elle est supérieure à 6 mois, vous êtes fatigué depuis plus de 6 mois et que ça ne s'améliore pas, donc c'est ce qui est le plus fréquent, mais la moins connue par le corps médical. Donc vous allez voir le médecin, vous êtes fatigué depuis plus de 6 mois, ils ne vont pas penser justement à tester votre cortisol. Ils vont pas chercher en fait à savoir d'où vient le problème. C'est pour ça qu'il est important, comme je le disais hier, de voir un thérapeute. Et à ce moment-là, le thérapeute vous donnera en fait les analyses à faire, les bons examens à faire pour pouvoir chercher d'où vient en fait votre problème. Parce que c'est pas tous les médecins qui sont dans cette démarche en fait. Un certain nombre de plantes et de suppléments nutritionnels peuvent aider à surmonter cette fatigue. Ça, c'est vrai. Pendant quelque temps, le corps va puiser dans ses réserves qui ne sont pas éternelles. Oui, parce que le corps va puiser, mais à un certain moment, quand le corps va lâcher, c'est pour ça qu'on entend parler du burn-out. Ce sont des gens qui sont arrivés au bout. Ils ont tiré sur la corde et puis voilà, après ils n'en peuvent plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent au burn-out. En France, 40% de la population déclare ressentir des symptômes de fatigue, mais seulement 7,6% consultent pour ce motif. Qui c'est qui va consulter son médecin pour la fatigue? C'est rare, hein? Donc, on consulte un médecin plutôt pour d'autres choses, mais on ne pense pas à consulter pour la fatigue. Il faut différencier la fatigue aiguë de la fatigue chronique et séparer la fatigue psychique de la fatigue physique. Vous vous rendez compte? Il faut séparer la fatigue. Donc, elle peut être aiguë, chronique, psychique ou physique. Ça fait partie en fait de notre rôle en tant que thérapeute, de faire cette recherche. La fatigue psychique sera surtout une fatigue intellectuelle avec difficulté de concentration, trouble de la mémoire, perte de motivation, voire même la dépression sera souvent associée à un manque de dopamine. Donc, quels sont les symptômes? On a une fatigue et une baisse d'énergie, anxiété, dépression, déséquilibre hormonal. On a des troubles de la glycémie, baisse du système immunitaire, augmentation des problèmes allergiques, baisse de la libido, hypotension artérielle orthostatique, troubles auto-immuns, pathologie cutanée, différentes choses. Toutes ces choses, ce sont les symptômes qui nous permettent de voir justement notre situation par rapport à la fatigue. Ensuite, au niveau de la régulation de la synthèse du cortisol, nous avons 3 nutriments, la vitamine C, la vitamine B5 et le zinc. Ces 3 nutriments sont indispensables à la conversion de la progestérone en cortisol. C'est important, je répète. La vitamine C, la vitamine B5 et le zinc sont les 3 nutriments indispensables à la conversion de la progestérone en cortisol. Ils vont diminuer la réponse au stress. La vitamine C a la capacité de réduire la production du cortisol en cas de stress chronique. Ça, c'est important à savoir. Alors, nous avons aussi la L-tyrosine. La dopamine est fabriquée à partir d'un acide aminé qu'on appelle la tyrosine, qui provenant directement de l'alimentation ou fabriquée à partir d'un autre acide aminé, la phénylalanine.
Nous devons consommer des aliments riches en tyrosine, comme l'avoine, le soja fermenté, l'avocat, la banane, etc. Ce sont des aliments qui sont riches en tyrosine. Donc, vous pouvez prendre ça le matin et ça va vraiment vous aider en fait. Et la dopamine intervient en augmentant la production en cortisol surrénalien. Les besoins journaliers en phénylalanine et en tyrosine sont estimés à environ 35 mg par kilo de poids et par jour. Donc, soit 2,5 grammes pour un homme qui pèse 70 kg. C'est le neurotransmetteur de l'initiation de l'action, l'intention, la motivation, la décision, l'énergie mentale, l'envie, la recherche de la nouveauté. Donc, je vous en ai parlé, la dopamine qui est très importante le matin et donc on le trouve aussi dans les protéines. Donc, c'est important de manger des protéines le matin pour pouvoir avoir cette dopamine parce qu'en fait, elle va nous booster, elle va booster les surrénales et relancer notre motivation. Alors, il y a aussi le cassis aussi qui peut aider aussi. Il est riche en polyphénol et en vitamine C. Il a des propriétés anti-inflammatoires et antidouleurs, liées surtout à son activité cortisol-like. Donc, c'est le même effet du cortisol. En fait, c'est mieux de prendre du cassis que de prendre des médicaments à base de corticoïdes. Donc, le cassis va avoir un effet naturel. Et le cassis, plus spécifiquement, on va prendre le bourgeon qui va stimuler la production de cortisol par la glande surrénale et augmenter le tonus sympathique. Donc, il a aussi une activité anti-inflammatoire plus importante que celle des feuilles. Donc, on va plutôt utiliser les bourgeons. On peut prendre aussi des plantes adaptogènes telles que l'ashwagandha, c'est ma préférée, c'est une plante que j'aime beaucoup. Elle est considérée comme l'une des plus puissantes plantes adaptogènes. Elle tonifie tout en ayant un effet sédatif et hypnotique. Elle est aussi immunostimulante, anti-inflammatoire avec des effets anti-rhumatismaux. Elle est particulièrement indiquée dans les cas de stress. Cette herbe polyvalente augmente également la force musculaire, la taille musculaire et soutient la récupération musculaire. Et des études cliniques chez l'homme menées dans diverses conditions suggèrent que l'extrait de racines d'ashwagandha va améliorer les performances sexuelles chez les hommes et les femmes, aide à réduire et à gérer le stress et l'anxiété. Il va aussi améliorer la mémoire et la cognition chez les adultes en bonne santé et les patients atteints de bipolarité. Elle va augmenter aussi la force musculaire, la taille musculaire et soutient la récupération musculaire. Donc, je pense par exemple aux sportifs, à ceux qui font de la musculation. Donc, je vous conseille de prendre cette plante-là qui sera, on va dire, un allié pour vous, pour votre sport. Okay. Il y a l'éleutérocoque aussi, qui est une très bonne plante aussi pour les performances sportives aussi et pour la fatigue. Et donc, je vais finir par une citation de l'OMS. La Commission européenne et l'OMS reconnaissent l'éleutérocoque comme un tonique qui peut soutenir et stimuler l'organisme en cas de fatigue et de faiblesse. Lorsque la capacité de travail ou de concentration est amoindrie ou au cours d'une convalescence. Donc, c'est un soutien pour les personnes, justement, qui sont fatiguées. Pour conclure, mes chers auditeurs, nous avons vu que notre Créateur a mis un système de régulation dans notre organisme que l'on appelle le rétrocontrôle. Afin de ne pas être en hyper ni en hypocortisolémie, en ayant une bonne hygiène de vie, en respectant les lois de la santé que Dieu nous a données, notre système de régulation fonctionnera à merveille. Nous voyons aussi que Dieu a tout mis dans la nature pour nous permettre de nous soigner, d'avoir de l'énergie, car il savait qu'on mènerait des vies à 100 à l'heure pour certains et que les surrénales finiraient par être épuisées. Donc, il a mis ces plantes pour nous aider en plus de l'alimentation. C'est sûr que si on prend les plantes et qu'on n'a pas l'alimentation qu'il faut, on n'a pas l'hygiène de vie qu'il faut, ça ne marchera pas. Il faut combiner les deux, comme je vous le répète souvent. On doit avoir une bonne hygiène de vie. On doit suivre la réforme sanitaire que je vous ai parlé, la réforme sanitaire hier, des 8 lois de la santé. C'est important. Voilà, que Dieu nous aide à être tempérants dans toutes ces choses et que nous puissions faire tout pour la gloire de Dieu.